Bonsoir à tous, merci de votre présence, merci aux intervenants et surtout merci à tous d'avoir survécu à la canicule pour être avec nous ce soir. Un mot pour vous dire d'abord que la conférence Gambetta est un laboratoire d'idées républicaines et sociales qui cherche à croiser les points de vue de praticiens, d'universitaires, d'intellectuels, de journalistes, pour nous aider chacun à faire notre métier, le métier de citoyen. Notre dernière note est sortie sur la dépense publique, écrite par Christophe Rameau, qui est économiste atterré et qui s'intéresse dans cette note aux chiffres des 57% de la dépense publique et qui révèle un certain nombre de mythes. Notre dernière conférence était il y a une dizaine de jours sur la privatisation d'aéroports de Paris et le référendum d'initiative partagée. Et nous avons réuni Natacha Polony, Arnaud Montebourg, le juriste Olivier Beau et l'économiste Jacques Daepéa. J'en profite pour signaler qu'on a et 10% exactement. 10% donc des signatures nécessaires pour le référendum a été atteint et annoncé par le Conseil constitutionnel. Il en faut un peu plus, c'est-à-dire 10 fois plus. Donc sans plus attendre, je vais céder la parole à Franck Dedieu, qui est directeur adjoint de la rédaction de Marianne, récemment docteur en économie sur le Made in France, et a coécrit notamment avec Arnaud Montebourg et Jean-Baptiste Barfetti. Un article sur le sujet privatisation et volontarisme économique dans la revue Le Débat. Et donc je te cède la parole. Merci beaucoup Jean-Baptiste pour ta présentation. Vous avez eu Natacha Polony, vous avez ensuite Franck Dedieu, vous allez avoir tous les journalistes de Marianne au fur et à mesure des conférences. On m'a demandé de plancher sur un sujet sur lequel j'avais déjà planché, Jean-Baptiste l'a rappelé, publié dans le débat à l'occasion des 30 ans de la mise en bourse de Suez. Vous vous rappelez peut-être la chevelure blonde de Catherine Deneuve à ce moment-là. Et sur de quoi les privatisations sont-elles le nom? J'aimerais répondre, si tu me permets, par l'absurde, c'est-à-dire d'abord répondre de quoi elles ne sont pas le nom. Elles ne sont pas le nom de la droite, exclusive de la droite, elles ne sont pas non plus le nom exclusif de la gauche, puisque l'histoire nous enseigne que les deux partis ont privatisé avec la même ardeur. Pour des raisons différentes, on le verra. La droite privatise sous Balladur, quelques noms, Saint-Gobain, la CGE, Société Générale, Suez. Juppé va également privatiser plus tard sous la férule de Jacques Chirac, surtout dans l'industrie, Péchinet, Usinor. J'attire votre attention que sur ces deux groupes, elles ont été toutes les deux, ces fleurons, ils ont été tous les deux rachetés par des groupes étrangers et dépecés. La droite aussi, hein, on l'a dit, privatise. Donc, on verra plus tard Villepin. Si on fait un peu l'histoire et on essaye de tracer le motif principal qui pousse la droite à privatiser, on s'aperçoit que c'est souvent sur des considérations comptables et financières. Je vous donne quelques exemples. Balladur va vouloir rembourser la dette. Vous entendez encore ce débat. Je privatise pour rembourser la dette. Je ne veux pas vous assommer de chiffres, mais j'attire votre attention sur un chiffre. Les privatisations de Balladur ont permis de baisser la dette publique par rapport au PIB de 32% à l'époque à 30,5%. On a cédé pratiquement la moitié du CAC 40 pour passer de 32 à 30,05%. Et probablement à vil prix. Balladur veut rembourser la dette, motif évidemment comptable. Juppé, pareil, lui, ça sera plutôt pour qualifier la France à la monnaie unique. Hein, nous sommes pas très loin de la monnaie unique et il invoque les grands équilibres en 95. Les directives européennes de libéralisation poussent à ce moment-là, notamment sur l'énergie, 96. Enfin, dernier exemple, Villepin, qui aussi, lui, va vendre les autoroutes et il s'agit de donner des gages de bonne gestion à l'Union européenne. Et à cette époque-là, c'est très important. On retrouve d'ailleurs ce discours-là chez Bruno Le Maire, qu'il a un petit peu abandonné, je crois. Il s'agit finalement de faire aussi bien que l'Allemagne. C'est-à-dire de se dire,
on va faire comme l'Allemagne, on va essayer de baisser notre dette, on va essayer de se qualifier, d'avoir tous les critères possibles pour battre l'Allemagne sur son propre terrain de jeu. Battre l'Allemagne sur son propre terrain de jeu. Ça a été la faute capitale de cette époque-là, dans les années 90. Je passe à la gauche, parce que je ne voudrais pas vous paraître trop partial. La gauche, elle privatise aussi. Mais alors, elle privatise, elle, c'est évidemment aussi par rapport à des critères comptables et financiers, mais pas seulement. Il y a une sorte de... tout cela est surplombé par une volonté idéologique. Hein. Il s'agit de faire moderne. Faire moderne. Jospin, lapsus révélateur, entre Juppé et Jospin. Il met en bourse, vous savez, France Télécom, Air France, à travers l'action de son ministre des Finances, DSK. L'idée, c'est la modernité boursière. Il fallait pousser ces groupes dans l'univers agité de la bourse pour qu'ils fassent des acquisitions. D'abord pour qu'ils aient accès au capital, on y reviendra, et puis pour qu'ils fassent des acquisitions. Et France Télécom en fera largement. Michel Bon pourrait vous en parler, quitte à endetter largement, au-delà du raisonnable, les groupes. Donc pour la gauche, il y a à cette époque-là, nous sommes dans les années 90, il y a l'idée qu'elle avance avec toujours on retrouve ce fantasme-là de la gauche, un nouveau déterminisme historique, mais inversé, une sorte de symétrique marxiste. Vous avez, première étape, c'est Mitterrand qui nationalise à 100%, parce qu'il y a un débat à ce moment-là. Est-ce qu'on nationalise à 100%, Chevènement Mitterrand, ou à 50, 60, Rocard Delors? Ça sera 100%. Deuxième étape, on avance toujours vers un peu moins de volontarisme et un peu plus de privatisation. C'est Rocard, la deuxième gauche, qui devient assez, je dirais, sur le plan idéologique et sociologique, assez dominante à ce moment-là. C'est l'idée de l'économie mixte. On n'est pas encore arrivé tout à fait à privatiser. Et puis la troisième étape, c'est la troisième voie, c'est celle de Blair, de Schroeder, où là, on met en bourse. Là, c'est un peu une sorte de social-libéralisme. Donc on part, il y a cette idée qui est majeure, je crois, d'une sorte de privatisation qui est l'étape ultime d'une mue modernisante de la gauche. Donc, modernité idéologique couplée à une modernité économique. La gauche, donc, elle tourne le dos à l'État. L'idée, c'est aussi, par rapport à cette modernité économique, c'est de tourner le dos au monopole. Elle va considérer, et c'est le cas aussi d'Emmanuel Macron, qui est finalement, je dirais, la quatrième étape de cette transformation idéologique, c'est qu'elle doit encourager le risque et non la rente. Et dans cette idée-là, la rente, c'est finalement le monopole historique, le monopole d'État. On ne parle pas du monopole privé, mais quand bien même, il y a l'idée de ce monopole. Et il y a l'idée de la modernité qui va évacuer le monopole, qui charrie avec lui l'idée de la rente, pour aller vers le risque. Et le risque, c'est finalement mettre à bas, dans, je dirais, la terminologie sociale libérale, le risque, c'est de mettre à bas la société bourgeoise, faite du médecin, du pharmacien, avec des lierres autour des fenêtres, vous voyez, bien installé, pour au contraire promouvoir une société de la Startup Nation, du risque, qui permet de s'émanciper d'une sorte de société qui se reproduit. Et donc, il y a une sorte de vision du risque d'une façon un peu anti-bourgeoise et de gauche. Alors, je ne dis pas que ça marche. Je dis que c'est l'idée qui va être déterminante dans ce processus de modernisation de la gauche. Donc, il y a une droite et une gauche, on a dit privatisation, pro-privatisation, libéral à gauche, orléaniste à droite, pour faire un peu cuistre, comme je sais que je suis à côté d'un sociologue universitaire, il faut quand même que je sois à la hauteur. Donc il y a deux camps. Il y a une aile aussi, et on va le voir, et c'est celle-là qui est en train finalement, c'est ça qui est en train de germer. Il y a une aile anti-private
comme l'a montré très récemment le collectif pour le référendum d'ADP, qui a réuni à Saint-Denis, vous le savez peut-être, à la Bourse du Travail, dans la salle Henri Krasuki, des écolos, des élus verts, des socialistes et des LR, comme Gilles Carrès. Bien sûr, ne soyons pas, n'ayons pas une sorte de convergence fantasmée. Ce sont des alliances de circonstances, ce ne sont pas des alliances institutionnelles, mais elles se font sur des sujets. Et si elles se font sur des sujets comme les privatisations, ce n'est pas tout à fait un hasard. Ce n'est pas tout à fait un hasard qu'il y a un point de convergence dans la droite anti-privatisation et la gauche anti-privatisation. Pourquoi ? Parce que Emmanuel Macron a éclairci les vrais clivages, mais il a aussi cristallisé les vraies oppositions. Et vous avez un prétexte, un levier majeur sur ces privatisations ou sur ces non-privatisations qui va opposer l'idée de souveraineté d'une façon gauche, perçue par la gauche, et celle du libéralisme de gauche et de droite, comme je vous l'ai dit, le primat du politique contre le rêve ordolibéral. Donc on voit naître sur la privatisation, qui est une sorte de prétexte, de point d'appui, de la convergence de deux, historiquement, parce que Jean-Baptiste m'a dit, essaye de faire quelque chose d'un peu historique, historiquement, se reconstituent les deux ailes, droite et gauche. On retrouve, Malraux appelait ça le bloc Michelet. On retrouve celui des républicains alliant des jacobins à gauche aux bonapartistes à droite, des communistes aux gaullistes, comme lors du Conseil national de la résistance. Et c'est d'ailleurs pas un hasard si le collectif ADP, le collectif anti-privat d'ADP, s'appelle le Comité national du référendum, le CNR, où on voit se reconstituer la droite, je dirais gaulliste, avec une gauche plus volontariste. La droite gaulliste va penser que le service public, c'est l'ossature de la nation, et les autres à gauche, sur la gauche non libérale, vont considérer que c'est une garantie de l'égalité, le service public, entre les citoyens. Donc finalement, tout le monde se retrouve sur des bases idéologiques qui sont finalement issues de leur propre histoire et qui ne sont pas totalement artificielles. Bien sûr qu'il y a des alliances de circonstances, bien sûr que tout cela va se jouer au Sénat, mais il y a quelque chose, je dirais, il y a un fond. Il y a un fond idéologique majeur et qui réapparaît dans sa vérité crue quand Emmanuel Macron cristallise les oppositions. Donc, ce que je veux vous dire par là, c'est que les privatisations ne sont pas le nom d'un mode de propriété du capital. Ce n'est pas cette question. On ne retrouve pas l'opposition des marxistes contre les capitalistes. Ce n'est pas celle-là. Là, ce qui est en train d'émerger autour d'ADP, mais pas seulement, autour de l'idée des privatisations, c'est une autre opposition. C'est celle des libéraux contre, je dirais, ceux qui sont attachés à l'idée de souveraineté, qu'elle soit nationale, qu'elle soit populaire, qu'elle soit européenne. Et sur le rôle de l'État. Enfin, pour terminer, je suis un peu long, là, ça va ? C'est bon ? Sur le rôle de l'État, c'est-à-dire sa capacité, on y reviendra, d'être actif, d'être stratège, d'être planificateur aussi, n'ayons pas peur des mots. L'idée de la planification est quelque chose qui, à mon sens, peut aussi être le dénominateur commun entre cette droite gaulliste et cette gauche jacobine. Juste pour terminer, les premiers à avoir mené cette réflexion, historiquement, n'appartiennent pas véritablement à la gauche. Autour du service public et de la puissance de l'État volontariste. On y reviendra peut-être au cours du débat, mais on voit que Colbert, qui se lance dans des grands travaux, dans un mercantilisme qui a fondé Saint-Gobain, le fait, un peu comme aujourd'hui finalement, pour suppléer l'absence d'initiative. Il n'est pas fondamentalement pro-étatiste, il est plutôt très proche de son roi et de sa patrie. Mais il le fait tout simplement parce qu'il n'y a pas de capital, il n'y a pas d'initiative privée. Et il se dit, l'État intervient faute de mieux.
Je pense aussi à un autre auteur qui n'appartient pas fondamentalement, encore qu'on pourra en discuter, au rang de la gauche, qui s'appelle Frédéric List, qui est un économiste allemand, et qui va aussi défendre l'idée de protection des intérêts nationaux. On le retient beaucoup sur le protectionnisme commercial, mais ce n'est pas seulement ça. Frédéric List, c'est l'idée de la protection des intérêts nationaux, qui peut passer aussi par la question de la propriété des actifs, que François Mitterrand d'ailleurs reprendra dans une célèbre conférence de presse au lendemain de 81. Donc, conclusion, il y a des figures de gauche et de droite qui nationalisent et ils semblent revenir sur le devant de la scène pour défendre, à mon sens, l'idée du service public et de l'intérêt général. Merci. Merci Franck Dedieu pour cette analyse quasiment de sciences politiques. Je vais passer la parole à Martine Orange, qui, donc après Marianne, on passe à Mediapart, journaliste d'investigation. Vous avez écrit plusieurs livres, par exemple un sur l'affaire Vivendi, une histoire secrète du patronat, et C'est Monsieur de chez Hazard Rothschild, une banque au pouvoir. Et donc, chez Mediapart, vous avez écrit un certain nombre d'articles où vous parlez des privatisations, notamment celle d'ADP. Et donc, je vous cède immédiatement la parole. Merci beaucoup, bonsoir. Alors moi, je vais raconter une histoire en complément, si je puis dire. Parce que les privatisations, je dois dire que ça a accompagné toute ma carrière journalistique. Et il y a quelque chose qu'on n'a pas vu non plus et où je pense qu'on prend, en posant rien que les choses sur terme droite-gauche, on manque un facteur essentiel dans ce qui s'est passé, en tout cas en France, c'est la grande conversion de la haute fonction publique. Et j'y reviens, la grande conversion de la haute fonction publique, elle date de 1983. 1983, c'est le moment où la haute fonction publique est un peu traumatisée, si je puis dire, par les socialo-communistes, comme ils disent, et donc avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. D'autant plus traumatisés que donc il y a les nationalisations qui se font contre leur gré, puisqu'ils étaient plutôt dans la mouvance, si je puis dire, orléaniste, giscardienne, barriste, etc. Et d'autant plus traumatisés qu'au moment où la France nationalise à 100%, contre leur avis, l'Angleterre est en train de partir dans un mouvement, au contraire, de libéralisme à outrance et de privatisation à outrance. Donc c'est un peu en écho à ce qui se passe en Angleterre que toute cette haute fonction publique se réorganise. Elle se réorganise à partir de l'inspection des finances et de la direction du Trésor. Et il y a un monsieur dont on a oublié le nom maintenant, mais qui a été très important dans cette révolution intellectuelle, si je puis dire, parce que à partir du moment où la haute fonction publique n'est plus du tout comme on se la représente depuis la fin de la guerre, c'est-à-dire gaulliste, intérêt de l'État, très issu des idéaux de la résistance, mais change complètement de cap et devient libéral dans le sens thatchérien du terme, si je puis dire. Tout, ça change beaucoup dans la gouvernance de l'État et dans les décisions et la façon dont est conduit l'État. Et donc ce monsieur, il s'appelle Charles de Croisset. Il deviendra banquier par la suite, et c'est lui qui organise toute la révolution au sein de la direction du Trésor et de l'inspection des finances. Et un des premiers, tous les travaux sont faits par les futurs inspecteurs des finances qu'on reverra après dans toutes les étapes, menées par la droite et par la gauche, parce qu'ils seront dans tous les cabinets et de droite et de gauche, et avec les mêmes idées. Pour vous donner une idée, Jean-Marie Messier, qu'on retrouvera bien plus tard sur les affaires Vivendi, son sujet de mémoire, si je puis dire, au moment où l'inspection des finances en 83, c'est les privatisations de Thatcher. Et qu'est-ce qui se passe? C'est lui qui, au cabinet de Balladur,
sera chargé de mener la première vague de privatisation en 86. Et pour moi, cette révolution intellectuelle, si je puis dire, d'une haute fonction publique qui prend pour terme exactement qui épouse complètement la vision thatchérienne des choses. L'État n'est pas la solution, mais il est le problème, va complètement changer la façon dont l'État et les politiques, qui se reposent totalement sur la haute administration pour décider les politiques de privatisation industrielle, etc., ça va complètement changer l'axe et la direction des politiques en France, puisque cette haute fonction publique, et c'est elle qui est à la manœuvre dans toutes ces opérations. C'est elle qui est à la manœuvre sur les décisions, c'est elle qu'on retrouve après avec tous ces mouvements qui généreront après, qu'on retrouvera aux banquiers d'affaires, c'est elles qui font les décrets, c'est elles qui organisent toutes ces choses-là. Et pour moi, c'est très important. C'est elle aussi qui organise la destruction du ministère de l'Industrie, qui organise la destruction de la direction du plan et qui considère que l'État n'a plus aucune fonction à avoir en économie, hormis d'être celui de régulateur. Et finalement, toutes les décisions qui seront prises au cours des je dirais, le tournant, c'est 84. À partir de 84 jusqu'à aujourd'hui, toutes ces décisions, leur matrice, si je puis dire, leurs règles d'or, seront organisées par ces convictions que portent les uns derrière les autres, la haute fonction publique et notamment l'inspection des finances. Donc, je pense que c'est important de dire ça. Après, on a vu une succession de privatisations. On a commencé par apprivoiser les gens en disant non, il n'est pas du tout question de perdre les choses, on va faire des noyaux durs. Sauf que le système de marché du capital en France, historiquement, parce que comme vous le rappeliez, si on a inventé le colbertisme, c'est pas par hasard, c'est que il y a une construction de l'État en France qui est assez prédominante. Et donc on a dit mais non, le privé va suppléer à tout. Et donc on organise les noyaux durs, on organise et rien ne nous échappera. Mais le privé est bien meilleur gestionnaire que le public. Vous allez le voir. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là, pour appuyer la démonstration, qu'arrive la faillite du Crédit Lyonnais, en disant, vous voyez bien, elle voulait être la banque industrie, la banque actionnaire du pays. Et à ce moment-là, vous voyez bien, ce n'est pas le rôle de l'État d'avoir un rôle, d'être acteur dans l'économie. Alors, dans la deuxième chose, on organise aussi les privatisations en disant, on amadoue toujours les gens en disant, là, ne vous en faites pas, on est dans le domaine concurrentiel. Et effectivement, avec des arguments qui paraissent de bon sens, est-ce au rôle de l'État de fabriquer des voitures, de l'acier, des choses comme ça? On peut en discuter, sauf que sous prétexte que c'est concurrentiel, on a laissé partir, péchiner Arcelor, Alstom, Alcatel, etc. Et donc on a laissé partir des morceaux entiers. Parce qu'il faut quand même se poser aussi la question, dans quelle mesure les privatisations ont accompagné, ont accéléré la désindustrialisation de la France. La France est aujourd'hui le pays d'Europe, à l'exception, vous retenez bien les exemples, de Malte, de la Grèce, de Chypre et du Luxembourg, qui a la proportion d'activité industrielle la plus faible dans son PIB.
l'activité industrielle représente 11% du PIB du pays. Aucun autre pays, je dis à exception de Malte, de Chypre, de Luxembourg, ce qui est une référence, n'a une part industrielle aussi pauvre qu'en France. Ça conduit aussi beaucoup de choses, c'est-à-dire que ça conduit aussi à une perte d'innovation, une perte de sécurité, une perte parce qu'on a abandonné des tas de choses, on a abandonné des activités stratégiques, on a abandonné dans les privatisations, par exemple, vous savez bien ça, on a abandonné tous les câbles sous-marins qui sont des activités stratégiques. Aux États-Unis, c'est le ministère de la Défense qui en assure le contrôle. Nous, on l'a laissé filer. Et c'est vrai pour les satellites, c'est vrai pour des tas de choses. Mais on peut parler aussi de l'acier. L'acier aussi, c'est stratégique. Et donc, on a organisé, et toute cette désindustrialisation s'accompagne aussi d'une perte de plus en plus marquée des services à valeur ajoutée, parce que l'industrie, c'est ça qui a l'effet d'entraînement sur la montée en puissance des technologies, sur la montée en puissance de l'innovation, sur la montée en puissance des services à valeur ajoutée. Où sont maintenant les vrais SS2I qui font des logiciels, qui écrivent, parce qu'on a raté toute la révolution numérique. On a raté toute la transition énergétique. Et où sont maintenant les grands fabricants de logiciels aujourd'hui? C'est où les États-Unis, mais un peu, la Chine forcément, mais aussi un peu en Allemagne. En France, il n'y a rien. Ça, quasiment rien. Et donc, il y a un effet d'entraînement de ces destructions et il est légitime de se poser la question sur qu'est-ce que les privatisations ont causé. On sera toujours un peu le débat, la poule, l'œuf, etc. Mais néanmoins, la concomitance des deux phénomènes amène à se poser la question. Arrive une autre chose aussi. Et d'ailleurs, c'est très intéressant parce que vous voyez nos gouvernements aujourd'hui qui ne cessent de nous vanter l'Allemagne. Or, depuis 30 ans, nous suivons le modèle anglais de finances, de services, de paupérisation des emplois, etc. C'est exactement le modèle anglais. On vous parle tous les jours de l'Allemagne, mais on a suivi tout le temps le modèle anglais depuis 30 ans. Sauf qu'on n'a pas la City. C'est-à-dire les services financiers, pardon, je vous voyais tiquer, donc les services financiers, les banques, les grandes banques, tout le grand hub financier qui s'est constitué autour de Londres. Là, maintenant, nous arrivons quand même à un tournant, et le tournant, il s'est marqué en 2005 avec la privatisation des autoroutes. Parce que là, on est sorti complètement des privatisations concurrentielles. Les autoroutes, alors, une fois de plus, on invoque les finances, puisque les autoroutes ont été financées par les Français depuis les années 60. Et il y avait même une caisse spéciale qui s'appelait la Caisse de financement des autoroutes, qui portait l'endettement pour financer les autoroutes. Et cette caisse, brusquement, est devenue l'objet de l'obsession, si je puis dire, des inspecteurs des finances à Bercy, la Cour des comptes. Brusquement, cet endettement était devenu insupportable à les entendre. Mais vraiment, là encore, il était urgent de s'en débarrasser au moment, parce qu'il fallait désendetter la France. Et que c'était un facteur de risque, etc. Sauf que c'était les arguments qui est présentés. Sauf que ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que le moment où on décide de privatiser les autoroutes,
C'est au moment où la caisse de financement des autoroutes est en voie d'extinction. Tous les autoroutes sont à peu près remboursées. Et donc, l'argent qui va être généré par les péages doit servir soit à financer l'entretien des routes et des voies ferrées, parce que c'était ça le cercle vertueux qui était prévu, soit de permettre d'abaisser le niveau des péages. Et c'est à ce moment-là, quand tout est quasiment remboursé et amorti, quand il y a, je crois qu'à l'époque, il reste même pas 1 milliard à la caisse de financement des autoroutes. Et c'est à ce moment-là qu'on décide de privatiser les autoroutes. C'est-à-dire plein pot, là où ça devient totalement profitable. On le privatise alors de façon à avec des cahiers de concession qui sont là encore. Je pense qu'un jour, il faudra réfléchir à la responsabilité des hauts fonctionnaires qui signent de tels contrats. Puisque ces contrats organisent, je le dis franchement parce que les trésoriers payeurs généraux, par exemple, qui sont censés relever les impôts et collecter les impôts et relever les recettes départementales, les choses, sont responsables sur leurs biens personnels de ce qui se passe dans la trésorerie. Je ne vois pas pourquoi ces responsabilités ne seraient pas étendues à des hauts fonctionnaires qui engagent les intérêts publics de l'État. Bon, je suis un peu extrémiste, mais après tout... on est là pour débattre. Et donc, dans ces cahiers des charges, on les fait, d'abord, ils ne sont pas publics. Et l'État organise de façon volontaire son impuissance. C'est-à-dire qu'une fois que les contrats de concession sont signés, il est impossible de revenir en arrière. Il est impossible de revenir les choses. C'est des contrats, ou alors c'est comme dans le monde libéral. Le monde libéral, il n'y a pas de conjoncture, il n'y a pas de cycle. C'est un infini qui se prolonge tout le temps. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de récession, il n'y a pas de haut, il y a une inflation toujours équivalente. Et vous regardez d'ailleurs tous les projets de loi de finances de gouvernement aujourd'hui sont faits sur les mêmes choses. Il n'y a pas de conjoncture, il y a toujours une croissance à 1,7 et une inflation à 20,1, le tout sur 5 ans. On n'a pas, c'est une économie sans histoire, si je puis dire. Et donc, et les contrats de concession sont faits comme ça, sans histoire. C'est-à-dire qu'ils ont l'assurance que, quelles que soient les choses, tous les péages, les choses comme ça, seront augmentés en gros de 1,7, 1,8% par an. Sans qu'il ne se passe rien. En plus, ces contrats de concession sont rédigés de telle sorte qu'il y a des trous partout avec des concessionnaires qui reviennent en disant « Ah oui, mais là, vous me demandez de faire un parking sur un espace sur une aire de repos. C'était pas prévu. Donc on va allonger la concession. Là, vous me demandez de refaire une bretelle. C'était pas prévu. Donc on va allonger la concession. Et vous avez des trous partout qui permettent un allongement de concession. Alors le dernier c'est d'autant plus grave que là, avec les autoroutes, nous rentrons dans un système de rente, puisqu'il s'agit de monopoles physiques. Je vous mets au défi aujourd'hui de vous passer de l'autoroute quand vous voulez traverser la France. C'est où vous avez 45 jours devant vous. En prenant les chemins creux, les petites départementales, et avec un bon GPS, etc., où vous êtes un peu plus pressé, et donc ce sont des passages obligés.
Et il n'y a aucun encadrement, aucun contrôle. Ces autoroutes ont été vendues 15 milliards. Au bout de 6 ans, l'ensemble des sociétés concessionnaires avaient remboursé par les dividendes le prix d'achat, d'autant plus qu'elles ont mis en place des systèmes où les sociétés, quand elles ont été reprises, étaient assez capitalisées, puisque c'était des systèmes, et elles les ont décapitalisées, c'est-à-dire elles se sont reversées des dividendes, mais dans des proportions monstrueuses, en milliards. Je pense notamment à Coffee Root, et ce sont en milliards, et pour pallier le manque de capitaux qu'elles avaient, elles se sont endettées. Avantage du montage, c'est que les frais financiers que vous remboursez pour les choses sont déductibles des impôts. Donc, non seulement l'État se prive d'un monopole, se prive de rentrée d'argent, se prive de contrôle, mais en plus se prive d'impôts, de recettes, dans la mesure où tout est fait pour les choses. L'autorité de la concurrence a dénoncé ces contrats. La Cour des comptes a dénoncé ces contrats. Rien n'est fait puisqu'à chaque fois on nous oppose les contrats de concession. Arrive 2015, alors là c'est la cerise sur le gâteau, si je puis dire. Ça s'est fait de telle sorte que je me demande dans quelle mesure tout n'a pas été volontairement organisé pour que ça tourne comme ça. 2015, pourquoi nous sommes en 2015, c'est au moment où tout ce qui avait été prévu par la haute fonction publique aussi, c'est-à-dire le contrat Ecomove, qui était chargé de collecter des droits de péage, si je puis dire, sur les routes nationales et départementales, et mis à bas par les bonnets rouges. Les gilets jaunes, c'était bonnets rouges. Et en fait, derrière ce contrat, ce qu'on s'apercevait, c'est que il avait été négocié de sorte, normalement, ça devait être une écotaxe sur les poids lourds. Or, ce n'était pas une écotaxe sur les poids lourds qu'on avait fait, c'était toutes les marchandises qui étaient transportées, y compris par le train, allaient payer une écotaxe. Et la société qui assurait les redevances sur les routes pour les camions, c'était alors quand l'État récolte les impôts, le coût de collecte est de 0,3%, je crois. Enfin, c'est ridicule. Là, on était déjà à plus de 15%. Et avec toutes les routes qui allaient de camions, ça devait passer après aux voitures et aux trucs de loi, enfin à tout le monde, quoi. À tout le monde. Et la haute fonction publique, lors des commissions d'enquête qui ont été faites sur ce contrat, dira: moi, j'avais besoin d'1 milliard pour entretenir les routes parce que je n'avais plus les recettes des péages. Et là-dessus, et donc tout était pour récupérer 1 milliard. Il fallait 1 milliard. Donc de quelque façon que ce soit, il fallait 1 milliard. Et là, et donc ce contrat d'Ecomove et l'écotaxe tombant, il y a eu une espèce de truc où on a dit bon on va chercher de l'argent, et c'est là où Ségolène Royal décide officiellement, parce qu'elle a entendu les revendications des Français contre l'écotaxe, etc., dit on va geler les péages. Or, elle sait par les contrats qu'elle n'a pas le droit de geler des péages. 2 personnes sont là à la manœuvre. Il y en a une qui est Elisabeth Borne, qui est maintenant au ministère des Transports. L'autre qui est Alexis Collère, qui est maintenant au secrétariat général de l'Élysée. Et ils accompagnent ce gel.
Et ils savent que c'est faux, Alexis Kohler étant à ce moment-là le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron, ministre de l'économie. Et ils accompagnent ce gel. Et là-dessus, ils savent que c'est illégal. Ils font en sorte de se faire rattraper par la patrouille et en disant les sociétés concessionnaires vont nous attaquer. Et on signe un protocole tout de suite après. C'était en plus au moment où les parlementaires, il y avait une commission d'enquête, puisqu'ils voulaient mettre fin, éteindre les concessions autoroutières et renationaliser au fur et à mesure l'ensemble des choses. Parce qu'il y a deux circonstances au même moment. C'est la volonté des parlementaires de renationaliser les autoroutes et de reprendre le contrôle des zones autoroutes au fur et à mesure, plus le truc écotaxe. Donc, et là, le gel fait en disant, je vous ai bien entendu, on arrête tout, on ne nationalise pas les autoroutes et on va encadrer les choses. Et tout de suite après, on signe un autre protocole complètement discrétionnaire qui restera secret jusqu'à ce que je le publie au mois de janvier, je ne sais plus, et que les sociétés concessionnaires ainsi que l'État refuseront de publier en dépit des injonctions de la CADA, du tribunal administratif et du Conseil d'État. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ce contrat, dans ce protocole d'accord? Il y avait les choses où, en contrepartie, contre les gels, ils obtenaient une augmentation de 5 à 6 ans de concessions et des augmentations à nouveau garanties avec des effets de rattrapage. D'après les premiers calculs qui ont été faits sur ce rattrapage et l'extension des concessions, on considère qu'il y a un surcoût pour le consommateur de plus de 500 millions d'euros. Voilà pourquoi, quand on commence, et fort de l'expérience, je dirais, n'ayant tiré aucune conclusion de ces expériences, le gouvernement veut continuer à privatiser des biens qui sont publics, des biens qui sont soit des monopoles physiques, soit des monopoles communs, c'est-à-dire que ce soit les barrages. Les barrages, c'est absolument essentiel. Ça assure non seulement toute la sécurité des systèmes nucléaires français, c'est important quand même de s'en prendre. Un détail. C'est l'eau, on voit bien que c'est une valeur essentielle, mais c'est la vie de vallées entières dans les Alpes, de vallées entières pour les agriculteurs, pour les bases de loisirs, c'est des vies entières. Donc des monopoles physiques comme les barrages, les ports, ça aussi, ils veulent les privatiser. Avec le succès qu'on fait. Les aéroports. L'aéroport de Toulouse est déjà un avertissement de ce qui se passe. C'est-à-dire que des aéroports qui sont non gérés, où les gens ont un monopole de fait, de passage de fait, et on termine par ADP. Donc, et puis après, c'est la destruction de tous les... Parce que ça amène à penser... le bien, la souveraineté, mais aussi le bien commun. C'est-à-dire que les privatisations sont aussi des services publics ou des biens communs essentiels pour l'ensemble des gens. Et on peut penser que il y a forcément l'eau, l'énergie, les choses comme ça, le chemin de fer et des choses comme ça, mais Internet aussi maintenant fait partie du bien commun. D'autres choses sont venues par là. Et donc, on en est là. Et c'est pour ça qu'ADP, pour ça, et effectivement, et je crois à la prise de conscience d'une partie de la population, que c'est un patrimoine collectif. On n'est plus du tout dans le monde concurrentiel, etc. C'est un patrimoine collectif essentiel
qu'on est en train de donner avec des rentes magistrales. Parce que c'est pas du capital qui prend du risque, hein, là. C'est que de la rente. Hein. C'est que de la rente garantie je vous rappelle la durée de concession prévue pour Aéroport Paris, c'est ce que j'appellerais une concession à perpétuité, puisque c'est plus de 70 ans. Donc, d'où la nécessité, parce que au-delà des partis politiques, là, effectivement, il y a est-ce que l'État garde la maîtrise de biens essentiels au service de la collectivité? C'est la question qui se pose maintenant. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop. Merci. Merci Martine Orange de nous avoir fait revivre vos enquêtes, vos investigations avec force de détail. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de questions. On va passer la parole maintenant à François-Xavier Dudouet, donc sociologue, chercheur au CNRS et à Paris-Dauphine, auteur notamment Les grands patrons en France, du capitalisme d'État à la financiarisation. Et donc à vous également, on va poser la question de quoi les privatisations sont à eux non. Alors, merci de votre invitation tout d'abord. Je vais essayer de dire quelque chose d'un peu différent de ce que vous avez déjà dit, mais ça va être difficile parce que vous avez, à mon avis, très très bien synthétisé le problème et surtout sa dimension historique. J'ai beaucoup aimé votre question parce qu'elle permettait une réponse qui m'est apparue simple petit à petit. Depuis le temps que je travaille sur les privatisations, on a commencé, alors depuis moins longtemps que vous, mais ça fait maintenant une bonne quinzaine d'années qu'on travaille dessus. En fait, on ne travaille pas sur les privatisations, on travaille sur le capitalisme français. Mais on ne peut pas travailler sur le capitalisme français, en l'occurrence les sociétés du CAC 40, sans travailler sur les privatisations. Parce qu'encore aujourd'hui, vous avez près de la moitié des entreprises du CAC 40, c'est les 40 premières entreprises cotées à la Bourse de Paris, qui sont issues ou qui sont liées aux privatisations. Donc, on est obligé de passer par là. Et je donne déjà la réponse, en fait, à laquelle je vais aboutir à la fin de ma présentation, c'est que les privatisations ont pour nom le démantèlement de l'État français. Alors pourquoi? Parce que l'histoire de l'État et de l'économie, c'est une très vieille histoire. Vous avez rappelé tout à l'heure le colbertisme, mais même avant ça, Henri IV, quand ils fondent la manufacture des Gobelins, voilà, c'est une première tentative d'impulser une dynamique économique, c'est-à-dire un premier essai de mercantilisme en quelque sorte, hein, attirer l'or de l'étranger en vendant des produits de luxe. Et la dynamique s'est jamais démentie jusqu'aux années 80. Au XVIIe siècle, c'est bien sûr le colbertisme, la manufacture royale des glaces, dit aujourd'hui Saint-Gobain. Ensuite, au XVIIIe siècle, vous avez la Banque de l'eau qui échoue, mais vous avez énormément d'autres tentatives, notamment les compagnies orientales et occidentales des Indes, hein, qui finissent mal, mais qui sont aussi des volontés de donner des impulsions. Et puis il y a aussi plein de choses qu'on ne connaît pas. C'est tout ce qui concerne les mines et les canaux. Et là aussi, vous avez une impulsion de l'État qui est très très forte. La société par action est inventée au début du XVIIIe siècle par l'État français, justement pour permettre aux actionnaires de risquer que leur capital. Parce qu'avant, lorsque vous montiez une entreprise et qu'elle faisait faillite, c'était l'ensemble de vos biens qui étaient engagés. Et donc, on crée la société par action, qui aujourd'hui est la norme mondiale, où les actionnaires ne risquent que le capital qu'ils ont investi au départ. Et en 1867, on libéralise la société par action, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé de demander l'autorisation de l'État. Alors pourquoi je vous rappelle ça? C'est pour vous dire qu'en fait, le système capitaliste dans lequel on est, au début, c'était vu par les puissances publiques, pas uniquement la France, comme une concession de services publics. Parce qu'effectivement, lorsqu'on limite les pertes au capital, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous socialisez les pertes, c'est-à-dire que c'est l'ensemble de la communauté qui paye les pertes. Par contre, vous privatisez les profits. Donc c'est inscrit dans le droit même des sociétés par action. Mais l'État est toujours à la main-d'œuvre à cette époque-là. C'est-à-dire que tout le développement du ferroviaire, l'État contrôle les prix, subventionne. Le développement de la banque, c'est toujours l'État qui est derrière. C'est lui qui impulse les banques de crédit.
après la Première Guerre mondiale, les destructions sont telles en France que l'État développe pour la première fois de grandes politiques immobilières. Hein, les habitations à bon marché, à loyer, les HBL, voilà. Qui sont lancés des HLM, voilà, se développent pendant l'entre-deux-guerres. Et vous avez les premières nationalisations qui interviennent dans les années 30 et 40. Hein, la SNCF, mais aussi la Banque de France, hein, qui est dans les années 30. Et puis surtout, après la Deuxième Guerre mondiale, ben, vous avez une vague de nationalisation totalement considérable. On nationalise l'énergie, on nationalise les banques, les assurances. En fait, ce qui est au cœur de la vie économique. Et puis surtout, j'ai oublié de le dire, ce qui développe en France les télécommunications, hein, je crois que certains d'entre vous en viennent, les PTT, c'est une administration publique au départ. Donc l'État est un acteur économique de premier plan en France, jusqu'en 1980. Et à partir des années, bon ça arrive avant, mais en tout cas à partir des années 70, et surtout à partir des années 80, on nous apprend qu'en fait, il faut couper le cordon ombilical entre l'État et le monde économique. Tout ce qui avait été mis en place, notamment à travers le plan, hein, c'est-à-dire l'organisation économique de l'investissement, l'organisation économique aussi de la consommation, tout ça est peu à peu mis à mal au nom, on va dire, d'une idéologie libérale, j'ai envie de dire américaine. Alors c'est important parce que c'est le seul point où on aura une divergence en fait. C'est que je ne pense pas que ça soit un problème gauche-droite. Je ne pense pas que ce qui se traduit aujourd'hui entre la rencontre de la droite, on va dire orléaniste, moi j'aime pas beaucoup ce terme-là, et la gauche libérale, c'est une transformation de la gauche et de la droite. Non, ce qui se joue, c'est une opposition entre les États-Unis, entre un modèle américain et un modèle européen que la France incarne au premier chef. Et dans laquelle, effectivement, l'État est moteur. Et la transformation, elle va être opérée par qui ? Elle va être opérée par l'État lui-même. Et ceux qui sont en principe à son service, en tous les cas qu'il dirige, hein, c'est la haute fonction publique. Donc alors, je vais revenir là-dessus plus longuement, mais pour aller vite, sur la séquence des privatisations, je ne vais pas redire ce que vous avez dit, mais on a grosso modo 4 séquences différentes. La première vague de 86-88, où là, qu'est-ce qu'on va nationaliser ? Un peu d'industrie, mais surtout de la banque. Surtout de la finance. Parce que le vrai problème... Suez et Paribas, mais aussi Société Générale. Et aussi la Banque du Bâtiment. On va en renseigner quelques-unes comme ça. Et donc, pourquoi ? Parce que à qui vous allez vendre les entreprises nationalisées ? Pardon ? Oui, mais si le marché financier est tenu par l'État, parce que l'État tient la Banque de France, l'État tient toutes les banques, le marché financier n'est pas encore internationalisé en France, très peu. Donc, en fait, le marché financier, c'est l'État. Alors, à qui vous vendez ? Aux grandes fortunes capitalistes ? Non. Moi, j'ai rencontré l'ancien directeur du cabinet de Balladur à l'époque. On lui a demandé, mais pourquoi il n'y a quasiment aucune grande fortune, aucune grande famille française qui a bénéficié des premières privatisations, à part TF1 pour Bouygues, et puis Dassault Aviation qui est revenu à Dassault. Pourquoi ? Parce qu'on ne le voulait pas. Il était hors de question de vendre les grandes entreprises au capitalisme familial. Il fallait que ça reste dans le contrôle des hauts fonctionnaires qui dirigeaient déjà ces grandes entreprises. Et donc, on a inventé les noyaux durs. Donc, un système de participation croisée qui permettait à la première entreprise privatisée de prendre une participation minoritaire, mais de contrôle d'une autre entreprise, et ainsi de suite. Voilà. Et on a privatisé en recourant d'une part aux participations croisées et surtout aux petits épargnants, dont le nombre a été multiplié par 5. Et donc, on a fait des grandes campagnes pour acheter du Paribas, pour acheter vous vous souvenez de la publicité Paribas, hein, rentrer dans un monde... voilà, Suez, c'était pareil, etc. Donc, et là, ça nous met déjà la puce à l'oreille. Pourquoi les hauts fonctionnaires qui dirigeaient déjà ces grandes entreprises ont voulu rester à la tête de ces entreprises privatisées ? Parce qu'en France,
vous avez une mainmise de ce qu'on appelle les patrons d'État ou des grands corps, les ingénieurs du corps des mines, les ingénieurs du corps des ponts, du corps des télécoms, je pense qu'il y en a quelques-uns chez vous. Un certain Didier Lombard, par exemple, est ingénieur du corps des télécoms. On peut prendre aussi les énarques, hein. Inspection des finances, Conseil d'État, Cour des comptes. Et là, on a 6 grands corps qui sont surreprésentés à la tête des grandes entreprises. Et c'est eux effectivement, qui prennent les décrets, qui organisent les privatisations. Messier, c'est un inspecteur des finances. Macron, c'est un inspecteur des finances. Donc c'est eux qui mettent en place les privatisations et qui se privatisent avec. Par exemple, si vous prenez BNP Paribas, enfin BNP à l'époque, c'est Michel Pébreau, inspecteur des finances. La Société Générale, c'est Marc Viennot, inspecteur des finances. Philippe Jaffray, c'était Elf, voilà. Crédit Local de France qui a donné Dexia, c'est Pierre Richard. Saint-Gobain, c'est Jean-Louis Beffa. Il était déjà... En fait, j'ai vérifié hier, il venait d'être nommé, effectivement. Et avant, c'était... C'est pas Martin j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. C'est Fourou, Roger Fourou. Bon, c'est pas grave. Vous nous direz. Et on peut en prendre comme ça un certain nombre. Et quand Didier Lombard prend la direction de France Télécom, c'est quelques mois après la privatisation, il est déjà numéro 2, derrière Thierry Breton qui va devenir ministre. Donc, on a fait le décompte là, avec mes collègues. En 81, si on vous prenez uniquement les dirigeants du CAC 40, les patrons issus de l'État, c'était environ 25%. En 90, 94, c'est 55%. Et pendant toute la décennie 2000, c'est encore 45%. Et derrière, vous avez les patrons purs managers qui ne sont pas passés par l'État et les dirigeants issus du capitalisme familial. Donc, les privatisations, si vous regardez là, et puis, si vous regardez ensuite les conseils d'administration et les comités exécutifs, c'est près d'un tiers. C'est près d'un tiers des dirigeants du CAC 40 qui sont issus de l'État, qui sont passés par l'État, soit par les grands corps, soit par les administrations centrales, soit par les cabinets. D'un point de vue statistique, ou d'un point de vue morphologique, qu'est-ce que c'est? On a un déplacement de la haute fonction publique depuis le service de l'État vers la grande entreprise. Et pas la grande entreprise gaullienne, c'est la grande entreprise privatisée. Ils sont seuls maîtres à bord. Et même, ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit bien avec les autoroutes, mais c'est vrai dans tous les autres secteurs, c'est que c'est eux maintenant qui dictent à l'État ce qu'il doit faire. Et qui s'enrichissent, ça fait le passage. Alors, ils s'enrichissent, mais ils ne deviennent pas propriétaires des sociétés qu'ils contrôlent. Les salaires qui se versent. Par contre, ils s'enrichissent de manière considérable, c'est-à-dire ils finissent leur carrière, ils sont riches en dizaines de millions, voire plus. Mais ils s'enrichissent, et effectivement, il y a un appât du gain qui est incontestable. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'idée qu'aujourd'hui, le pouvoir, il n'est pas politique, il est économique. Et qu'il vaut mieux diriger un grand groupe industriel, et même de préférence financier, que d'être à la tête d'une grande administration en France. Et d'ailleurs, ça se voit, on étudie aussi les grandes écoles comme Polytechnique, qui était l'école qui fournissait essentiellement des hauts fonctionnaires, des ingénieurs, des corps techniques. On voit le nombre de postes offerts dans les corps a diminué de moitié en 30 ans. Mais l'appétence des polytechniciens pour les corps a aussi diminué. Il n'y a que le corps des mines qui reste stable, sinon tous les autres, la plupart des polytechniciens préfèrent finalement aller à l'étranger, aller en entreprise, plutôt que d'aller servir l'État. Donc, les privatisations, dans mon sens, c'est pas simplement la droite et la gauche qui se retrouvent sur une idée de la modernité. C'est d'abord les élites administratives qui quittent l'État. Ce qui est pareil. Alors, peut-être, on va en débattre, qui quittent l'État pour aller servir les grandes entreprises. Et ça, c'est une transformation majeure, parce qu'il y a très peu d'époques dans l'histoire où on a vu l'élite administrative s'émanciper de l'État
pour vivre indépendamment de lui. On l'a vu en fait à la fin de l'Empire romain et à la fin de l'Empire carolingien, juste avant le début de la féodalité. Et donc, comment ? C'est pas mon signe. Bah, j'y peux rien. C'est pas moi qui décide. Mais ce qui est vrai aujourd'hui, c'est que si l'État, comme disait Jospin, ne peut pas tout, c'est parce que ceux qui étaient à son service ont fait en sorte qu'il ne puisse plus grand-chose. Voilà, je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Vous avez fini sur une touche un peu apocalyptique. Est-ce que, avant qu'on passe aux questions de Assa, est-ce que Franck, tu avais quelque chose à rajouter éventuellement, puisque les intervenants se sont tournés vers toi plusieurs fois. À quelle occasion ? Sur le fait que c'était avant tout la faute des hauts fonctionnaires. Oui, non, mais effectivement, c'est très vrai. La haute fonction publique a largement trahi, et je crois même qu'il y a une spécificité française de la haute fonction publique qui provient, mais peut-être y reviendra-t-on au cours du débat, d'un rêve un peu prométhéen de l'universalité. C'est-à-dire que cette haute fonction publique avait créé un lien entre la nation et l'universel. L'universel, c'était l'objectif de la nation et le socle. La nation était le socle de l'universel. C'était une spécificité française, à la différence des Allemands. C'était aussi une spécificité de notre capitalisme. À partir du moment où l'État se désengage, le lien entre la nation et l'universel disparaît. Mais il reste cette tentation, l'universel. Vous voyez tous, moi j'ai regardé très attentivement, j'ai fait la lecture des messages des présidents dans les documents de référence des sociétés cotées. Vous voyez toujours une volonté universelle. Où on se réfère, on dit on est une entreprise citoyenne du monde, on se réfère à des considérations onusiennes sur la responsabilité sociale et environnementale. C'est positif, c'est très positif et il faut le saluer. Mais à partir du moment où l'État se retire, ça devient désincarné, ça devient une sorte de valeur extrêmement abstraite qui finalement légitime l'abandon du service public, qui était quand même au départ, je dirais, avait pour assise l'idée de l'intérêt national. Deux petites, mais il vaut mieux donner la parole à la salle, juste une petite incise, je ne crois pas que ça soit le modèle anglo-saxon. Parce qu'il y a historiquement un génome rooseveltien, un génome interventionniste chez les Américains, qui est très ancien et qui provient justement de ce volontarisme étatique. Alors, ça peut être pour le meilleur ou pour le pire, mais en tout cas, il y a ce lien-là. Et d'ailleurs, on pourrait même imaginer que même pour les Anglais, l'Angleterre n'est pas une nation qui est par nature libre-échangiste. Elle peut être libre-échangiste ou protectionniste en fonction de ses intérêts, et de ses intérêts nationaux. La guerre de l'opium le montre. On pourrait imaginer les Corn Laws, qui est une sorte de loi pour protéger les gentlemen farmers et plus généralement les agriculteurs. Bref, je me demande s'il y a, mais peut-être y reviendra-t-on, une vraie spécificité française et qui prend appui justement sur la fonction publique. Il y a dans les années 80, et j'en termine là, il y a une sorte de miracle qui s'établit, très paradoxal, très paradoxal. Je vous invite à lire un article qui s'appelle « Le consensus de Paris » d'Abdelal, qui est un professeur à Harvard, je crois, ou à Oxford, et qui va théoriser par un clin d'œil au consensus de Washington, ces anglo-saxons qui mettent à jour la mondialisation, qui permettent de la faire éclore, eh bien lui, il dit non, en fait, non. Il cite Pascal Lamy, il cite Jean-Claude Trichet, tous ces inspecteurs des finances ou de la haute fonction publique, qui, eux, justement, ont réalisé quelque chose assez paradoxal, c'est qu'ils vont réglementer la déréglementation. Ils vont la coder, ils vont lui mettre des règles, contrairement aux anglo-saxons où on pourrait dire mais moi ça me fait un petit peu peur la mondialisation sans règles, sans digues. Non, eux ils vont la coder, mais ils vont finalement lui donner une plus grande légitimité que les autres. C'est ça le grand paradoxe français, c'est qu'on arrive à codifier, je dirais, le fait de décoder. On arrive à réglementer le fait de déréglementer.
Ça, c'est un paradoxe que je soumets à votre sagacité.